Merci Madame la Présidente. Marhaba bikoum. Ça fait plaisir d'avoir autant d'invités et des invités de qualité. Je félicite nos éminents professeurs à qui on a rendu hommage et je peux vous assurer qu'on a de la chance de les avoir parmi nous et de les avoir au quotidien ici à Casablanca. Surtout, les étudiants d'Yalom peuvent vous dire tout le bien qu'ils pensent d'eux. Mais on pense beaucoup de bien d'eux. Et on va commencer la deuxième table ronde. Je tiens à souhaiter la bienvenue à pas mal de personnes qui sont là. D'abord, vous, consoeurs et confrères. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver, de nous réunir pour parler un peu de notre profession et une mise à niveau par rapport à notre formation. On a des invités de qualité. Sibou Ahmedi Mahbabik, le président de la FMIP, de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique. Madame Leila Lessel, qui est directrice exécutive de la FMIP. On a des invités qui viennent de loin, mais ils ont tellement de qualité qui sont chez eux au Maroc, nos amis belges que je vais présenter plus tard. Et puis notre grand Heikel que j'invite à venir à côté de moi, Marhaba, que je présenterai plus tard, c'est Ayman Cheikh. Marhaba. Bien. Madame la Présidente. Et bien sûr, Fatem Zahra Khayad, qui est pharmacienne maroco-belge, belgo-marocaine, et qui vient de loin pour participer avec nous et nous parler un peu de l'expérience et de tout ce qu'ont font nos consoeurs et confrères en Belgique. On va commencer cette première table ronde et sans tarder, comme je disais, on a pris un peu de retard, pour remercier le grand professeur Heikel. Vous savez, Heikel est un grand professeur en médecine, mais on va lui donner une carte de pharmacien parce qu'il est tellement avec nous, il pense tellement en nous et il est tellement solidaire avec les pharmaciens qu'aujourd'hui, et chaque fois qu'on l'invite, il vient avec plaisir. D'ailleurs, il était à Fès où j'ai directement, on te remercie. De toute façon, c'est un éminent professeur, un économiste de santé, un expert OMS. Il a tellement de titres que... Mais il est docteur en pharmacie avec nous. Je te donne le titre de docteur en pharmacie. Je passe la parole à professeur Heikel. Bien, bonjour à tous. D'abord, c'est moi qui suis honoré, vraiment à chaque fois, d'être invité par mes confrères et mes consoeurs pharmaciens. Et c'est un honneur pour moi, évidemment. Chaque année, je ne manquerai pas ce rendez-vous. D'abord, je voudrais féliciter mes confrères pour le titre amplement mérité. Tabarakallah alaikum, vous êtes notre fierté à tous les enseignants, chercheurs de ce pays. On m'a demandé, je vais essayer de vous parler de la place du pharmacien dans la refonte du système de santé. Je travaille beaucoup sur ce sujet depuis un certain nombre d'années, et particulièrement en ce moment. Et pour commencer, et je m'en excuse, je n'ai pas une très bonne nouvelle pour vous. Pour commencer, c'est que ça fait pas mal de temps que je cherche votre place au sein de la refonte du système de santé. J'espère que vous allez m'aider à la trouver, parce que moi, je n'ai pas encore trouvé votre place, et je vais vous expliquer pourquoi, vous donner des chiffres, vous donner des raisons de vous pousser à vraiment vous impliquer dans cette refonte du système de santé, pour qu'elle ne se fasse pas en dehors des professionnels de santé, qu'ils soient médecins, qu'ils soient pharmaciens, chirurgiens, dentistes ou autres professionnels de santé. Et donc, je vais vous parler donc, des éléments concrets. Vous allez voir un certain nombre de données qui sont assez intéressantes. Je vous rappelle, notre système de santé, vous le connaissez, il est en 3 grosses parties. Le secteur public, le secteur privé à but non lucratif et le secteur privé à but lucratif, dont la majorité, vous avez vu en vert, les pharmaciens, vous êtes là-bas. Il y a à peu près 12 000 pharmaciens. Et vous avez vu en bas, il y a 3 catégories. Il y a les ramédistes qui ne sont plus des ramédistes, qui sont devenus AMO, et les indépendants, comme vous, comme moi, qui sont également AMO, et les mutuelles privées. Et en bas, il y a écrit le libre choix, conformément à la Constitution, à l'article 31. Mais vous allez voir que le libre choix n'est pas un véritable libre choix, puisque le choix est déterminé par votre capacité de paiement, mais non pas par votre capacité par rapport à la morbidité. On va le voir dans quelques instants. Je vous rappelle les enjeux politiques. Je pense que n'oubliez pas que la refonte du système de santé actuellement, qui va vous concerner, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Les orientations royales ont commencé en 2018, lorsque Sa Majesté, le roi, a demandé au gouvernement de refondre le système de santé. Il n'a pas demandé la réforme. Il a dit « I'adat nadar fil mandouma sahiyya ». I'adat nadar.
c'est la refonte du système de santé. Ce n'est pas la réforme. Et ça veut dire que ce qui ne va pas, il faut l'enlever, il faut reconstruire de nouveau avec tout le monde. Puis ensuite, en octobre 2022, il y a eu un conseil de ministres, il y a la loi cadre 0622, dont certains éléments vous concernent. L'agence du médicament, évidemment, la haute autorité de santé va également vous concerner, les groupements sanitaires territoriaux vont également vous concerner, et la digitalisation du système de santé va également vous concerner. Et vous allez voir que ces éléments posent un certain nombre donc, de problèmes d'un point de vue stratégique. Actuellement, il y a 5 projets de loi déposés au Parlement qui sont passés en Conseil de gouvernement. C'est la 7, la 8, la 9, la 10 et la 11 2022 et qui vont instituer, entre autres, par exemple, l'agence du médicament qui va vous concerner. Alors, vous avez vu que le gouvernement a mis 51 milliards de dirhams pour la refonte du système de santé. Mais les 51 milliards de dirhams ne concernent pas la santé, concernent la protection sociale. Il y a 14 milliards de dirhams qui est lié à l'AMO, c'est important, mais il ne faut pas oublier que dans tout ça, il y a 28 milliards de dirhams qui concernent les cotisations. C'est-à-dire, ce n'est pas l'argent de l'État, c'est les cotisations de tout le monde, de monsieur tout le monde, et ça, il faut bien le retenir. Alors, on veut créer l'agence du médicament, et il y a une semaine, le ministère a créé la direction de l'approvisionnement. En gros, base. L'agence du médicament, et on crée la direction de l'approvisionnement. OK. L'agence du médicament, et on donne à la haute autorité de santé une mission par rapport aux médicaments. Alors que l'agence nationale du médicament devrait être indépendante. À aucun moment dans le texte de loi, il est précisé de qui va dépendre l'agence du médicament. Normalement, une agence nationale du médicament doit dépendre du chef de gouvernement. Elle ne peut pas dépendre de Doula. Est-ce que c'est le ministère de la Santé? Est-ce que c'est le ministère du Commerce et de l'Industrie? Est-ce que c'est le chef de gouvernement, etc. On n'en sait rien jusqu'au moment où je vous parle. Autre chose qui est importante, la refonte du système de santé est basée sur la valorisation des ressources humaines. Et à chaque fois qu'on va parler de la valorisation des ressources humaines, je n'ai trouvé nulle part la valorisation par rapport aux pharmaciens. C'est écrit nulle part. Autre chose importante sur le système d'information, je ne sais pas comment on va informatiser toutes les pharmacies pour les brancher sur les centres de santé, les hôpitaux préfectoraux, régionaux, les cliniques privées et les cabinets médicaux pour qu'il y ait un parcours de soins coordonné, et on va parler du parcours de soins coordonné. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous les médecins, il y a eu peu de concertation par rapport à l'ordre des médecins, par rapport aux syndicats. Je ne sais pas si ils se sont concertés avec vous, s'ils ont demandé votre avis, je n'en sais rien, mais en tout cas, sachez que de façon générale, il n'y a pas eu de grande concertation. On est des démocrates, évidemment, ce que décide le gouvernement et le Parlement, on est des démocrates, on va l'accepter, mais la concertation est importante. Alors pourquoi on veut refondre le système de santé? Si je vous disais pourquoi on veut le refondre? On veut le refondre parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Notre système est inéquitable, la répartition des ressources humaines n'est pas normale, n'est pas équitable, la production de soins n'est pas comme ça, et le citoyen marocain, on a des preuves, il n'est pas satisfait de son système de santé. Quand vous interrogez les Marocains, vous leur demandez « Est-ce que vous êtes satisfait de votre système de santé ?» Vous allez voir les chiffres, c'est impressionnant. 76% des Marocains ne sont pas satisfaits de leur système de santé, tant public que privé. Quand on pose la question au ministère de la Santé en disant « Quel est le premier contact du citoyen avec le système de santé ?» Ils nous répondent automatiquement « Le centre de santé ». Faux! Le premier contact du citoyen avec le système de santé, c'est le pharmacien. C'est le premier contact. Et si le pharmacien est le premier contact, ça veut dire qu'il a un rôle important à jouer dans la refonte du système de santé. Et vous ne pouvez pas ne pas placer le pharmacien au cœur du système de santé si vous voulez refondre votre système de santé. Ça ne plaît pas toujours ce que je dis, mais en tout cas, je vais vous donner un certain nombre d'informations qui sont assez importantes à ce sujet. Les enjeux du médicament, vous connaissez les textes beaucoup mieux que moi. Je vous rappelle les principaux. Vous connaissez celui sur la TVA, celui sur la bioéquivalence, le code du médicament, la réduction des prix des médicaments. Et quand on vous a dit qu'on allait réduire le prix des médicaments, on vous a dit on réduit les prix des médicaments parce qu'il y aura un meilleur accès du citoyen au système de santé. Il faut réduire les prix des médicaments parce que le citoyen va avoir plus accès. On a aujourd'hui toutes les preuves scientifiques que cette raison n'était pas la bonne raison. Que le médicament joue un rôle crucial, évidemment, dans le système de santé, on le sait, mais dans la prise en charge globale du patient, vous allez voir ce que ça représente.
Alors, quand on veut refondre le système de santé, d'abord, il faut savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays. Et la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'en 2030, 15% de la population marocaine aura plus de 60 ans. 15% de la population aura plus de 60 ans. On sera face aux maladies chroniques, on sera une plus grande utilisation des services de santé, on aura de plus en plus besoin donc des pharmaciens et de tous les professionnels donc, de santé, puisque ce seront des maladies chroniques. 80% des décès au Maroc sont dus aux maladies non transmissibles et non pas du tout aux maladies infectieuses. 80%, ce n'est pas 20, ce n'est pas 30, 80%. Dans la période Covid, on nous a dit que l'enjeu majeur, c'était les maladies infectieuses. Faux. Pendant la période Covid, moins 45% d'utilisation des services par les maladies chroniques. Moins 45%, je vais vous donner les chiffres, c'est-à-dire les diabétiques, les hypertendus, les cancéreux, insuffisance rénale, les maladies mentales, ont moins utilisé les services de santé avec les conséquences, et on a les chiffres aujourd'hui. Est-ce que l'espérance de vie au Maroc s'est améliorée? Bien sûr. Est-ce que le Maroc a fait des progrès? Bien sûr. Est-ce que les professionnels de santé marocains ont été au cœur du système? Bien sûr. Est-ce que vous avez été là pendant la période du Covid? Bien sûr. Est-ce qu'on a sauvé des Marocains, soigné 1,2 million de Marocains? Oui. Est-ce que c'était des médecins et des pharmaciens japonais, hollandais, américains, suédois qui ont soigné ces Marocains? C'était des pharmaciens marocains, des médecins marocains, des infirmiers et des infirmières marocains et qui se sont occupés de tous ces patients. Et pourtant, on est inéquitable face à la maladie. Regardez l'écart entre Dra'at Filalt et Rabat. Il y a 7 ans d'espérance de vie entre quelqu'un qui est né à Rachidia et quelqu'un qui est né à Rabat. 7 ans d'espérance de vie, mes amis. Espérance de vie en bonne santé, 10 ans d'écart d'espérance de vie en bonne santé par rapport à une espérance de vie normale. Je vous parle de 2023. Je vous parle du Maroc. Regardez cette inéquité régionale en termes d'espérance de vie, malgré tous les progrès qu'a fait notre pays. Au Maroc, un ménage sur 7 souffre d'une maladie chronique. Un ménage sur 7. À chaque fois, je vous mets les références, comme ça on ne vient pas dire « Oh, Heikel, je ne sais pas comment il a sorti ». On a les références scientifiques qui sont là, qui sont publiées, etc. Un ménage sur 7. Regardez également, les femmes sont plus touchées, les citadins sont plus touchés et les personnes âgées sont 2 à 7 fois plus touchées que par rapport à la population générale. 80% des décès, regardez, dus aux maladies non transmissibles. En premier lieu, les maladies cardiovasculaires. Vous savez qu'au Maroc, 30% des adultes souffrent d'une hypertension artérielle. 10% des adultes marocains sont diabétiques. 21% des adultes marocains sont obèses. 53% des adultes marocains sont en surpoids. C'est terrible. Et ce qui est encore plus terrible, je vais le dire à des gens qui sont dans cette salle, c'est que la moitié des Marocains de moins de 25 ans ne pratiquent aucune activité physique. Et si on prend la totale de la population marocaine, y compris vous, 72% ne pratiquent pas d'activité physique selon les recommandations de l'OMS, c'est-à-dire 3 fois par semaine, 45 minutes. Tout ça, ça fait un cocktail pas mal hein, pour les maladies chroniques. C'est ce qui explique aujourd'hui notre situation. Alors, regardez les derniers chiffres, combien nous prenons en charge d'hypertendus au Maroc. 1,2 million d'hypertendus. Mais combien il y a d'hypertendus au Maroc? Il y en a 6,7 millions. À qui soignent les autres? Dites-moi, qui soignent les autres? 970 000 diabétiques sont pris en charge. Nous avons 2,3 millions de diabétiques au Maroc. Qui soignent les autres? Ben, vous savez qui? Vous savez qui? Ah ben, c'est les pharmaciens et les médecins du privé. Eh oui, peut-être que nous ne sommes pas importants, mais quand même, nous prenons en charge des milliers, des millions donc, de personnes. Ça, ce sont les chiffres officiels, et ça, c'est la réalité donc, que nous avons. Et je vous ai mis tous les chiffres, ils sont à vos dispositions. D'ailleurs, ces slides, je les mets à la disposition du syndicat. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez. On est pour le partage avec grand plaisir. Regardez également quand on nous dit la majorité des gens vont dans les hôpitaux publics et les centres de santé. Faux. La majorité des gens vont chez le pharmacien et le cabinet privé. C'est les derniers chiffres qui sont publiés. Ce n'est pas le centre de santé ou l'hôpital qui est le premier recours. C'est le pharmacien et le cabinet médical qui est le premier recours. C'est intéressant. Regardez également en fonction du médecin généraliste et spécialiste. Plus vous avez un niveau d'instruction élevé, plus vous allez aller chez le médecin spécialiste. Moins vous avez un niveau d'instruction élevé, plus vous allez aller chez le médecin généraliste.
Et quand vous n'avez pas de moyens et vous voulez court-circuiter une consultation médicale parce que vous n'avez pas de couverture, vous allez aller directement chez le pharmacien. Ça, c'est la réalité. Regardez les derniers chiffres publiés en 2020, moins 45% d'utilisation des services de santé pendant la Covid, c'est-à-dire que ce sont donc des personnes qui avaient besoin d'aller se faire soigner, qui ont une maladie chronique et qui n'ont pas eu accès à ces services de santé. Et donc, évidemment, ils vont se compliquer. Alors, le Maroc est un magnifique pays. Pour moi, c'est le plus beau pays du monde. On est arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde, n'est-ce pas? C'est une réalité. OK? On a fait beaucoup de choses, on a réalisé beaucoup de choses, mais on a un pays formidable, mais on a un pays aussi, parfois, de contraste. On a le TGV, c'est exceptionnel, c'est magnifique, Casa-Tanger en 2h10, mais à côté du TGV, nous avons encore des inéquités, mes amis. On a encore des inéquités dans la santé. On a encore beaucoup de choses que nous pouvons améliorer dans le secteur de la santé. Reconnaissons que nous avons fait beaucoup de choses dans ce pays, c'est très bien et on applaudit. Mais il y a encore des choses qu'il va falloir corriger et que je vais vous présenter. Alors, je vais vous présenter ça et vous montrer le premier point qui ne va pas vous faire plaisir. Parce qu'en préparant cette présentation, parce que je ne peux rien refuser à mon ami Walid Lamri, j'ai cherché le pharmacien. Je me suis dit, moi j'adore les pharmaciens. C'est mes amis, je les adore, mais je vais voir. C'est vrai en plus. Je parle avec mon cœur. Hein? Ben, bien sûr, j'adore les pharmaciens. Ce n'est pas parce que mon frère est pharmacien, c'est j'adore les pharmaciens. Et donc, je vous ai cherché péniblement, tendrement, affectueusement. Le site du ministère de la Santé. J'ai pris la loupe, j'ai pris le télescope, j'ai pris le microscope, j'ai tout pris. Et je trouve partout, je trouve les médecins, les cliniques, les cabinets. Et même, je suis parti, je vais revenir, partout, et regardez, ça c'est le site, il y a secteur privé, ah j'étais content, secteur privé, il y a les pharmaciens, les médecins, les cliniques, les lits de clinique, les autres infrastructures et les principales. Je te les autres infrastructures. Officine. C'est magnifique quand même, je vous ai quand même trouvé. Mais je n'ai pas trouvé de pharmacien. J'ai trouvé les officines, dans les infrastructures. J'aurais bien voulu, comme pour les médecins, trouver la répartition des pharmaciens au Maroc. Et pour voir comment ils contribuent à l'effort de la santé dans notre pays. Combien il y en a le nord, le sud, à Casa, à Rabat, à Ben Msik, à Tinrir, à Rachidia, tout l'effort que vous faites tous les jours pour vous retrouver. Je n'ai pas trouvé. Et voilà, la seule chose que j'ai trouvée, c'est, regardez, j'ai les médecins, j'ai la répartition des médecins partout au Maroc, j'ai la répartition de tous les équipements, tout ce que vous voulez, je n'ai pas la répartition des pharmaciens. Après, on va m'en vouloir sur le plan politique. On va dire qu'il n'est pas gentil. Je ne suis pas gentil. C'est le site du ministère. Moi, j'aurais bien voulu que vous soyez présents, que je puisse retrouver Najia Rgibi. Elle est où? Est-ce qu'elle est à Casa? Est-ce qu'elle est à Oujda? Est-ce qu'elle est à El Jadida? J'en sais rien. Malheureusement, je ne vous ai pas trouvé. Mais par contre, regardez le secteur privé, qu'est-ce qu'il représente. On ne le met pas dans les politiques, mais par contre, il compte. 33% des lits au Maroc sont dans le privé. Avant, on nous disait que c'était 10%. 33% des lits d'hospitalisation au Maroc sont dans le privé. 51% de l'ensemble des médecins, 60% des médecins généralistes, 48% des médecins spécialistes, 95% des pharmaciens et 98% des chirurgiens dentistes sont dans le privé. Donc ça compte quand même. Et pourtant, vous allez voir, dans les projets de refonte du système de santé, dans les textes, on n'y est pas, je vous rassure, et vous n'y êtes pas non plus. C'est pas qu'on vous a oublié. On s'est dit, on va vous faire contribuer d'une manière ou d'une autre, Inch'Allah. Mais en tout cas, pour l'instant, vous n'y êtes pas. Alors, voyons les performances de notre système de santé. Pour voir est-ce que vous y êtes, parce que j'ai cherché les chiffres sur les pharmacies, sur votre production. Est-ce que vous jouez un rôle important, oui ou non? Je pense que vous jouez un rôle important. De délivrance des médicaments, de conseils, de recommandations, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et quand on analyse les chiffres, les ratios, on s'aperçoit que ce n'est pas les grandes villes qui ont les meilleurs ratios. On a toujours l'impression que c'est les grandes villes. C'est les CHU de Casa, les CHU de Rabat. C'est faux.
il y a des fois des régions du Maroc qui sont plus dotées que les régions universitaires. Et vous allez voir la performance, vous allez halluciner quand je vais vous montrer les performances. On nous a dit qu'on a besoin au Maroc de 32 000 médecins, 65 000 infirmiers. On ne nous a pas dit qu'on a besoin de combien de pharmaciens, mais c'est ce qu'ont dit les politiques, 32 000 médecins et 65 000. Et quand on dit comment vous avez calculé ça, on nous dit c'est les normes de l'OMS, on a appliqué les ratios de l'OMS. Mais les ratios de l'OMS, ils vous disent de les appliquer en fonction des besoins et de la demande de santé d'une population dans une région. Peut-être qu'à Casablanca, je n'ai pas besoin de réanimateurs, mais à Zagora, j'en ai besoin de 7. Et à Tinrir, j'ai besoin de chirurgiens plasticiens, ou j'ai besoin de réanimateurs, ou j'ai besoin de pharmaciens, ou que sais-je. Et donc, on ne peut pas appliquer un ratio de façon... Et c'est pour ça que, regardez, même les instances internationales vous disent des fois, vous n'avez pas besoin de 32 000, peut-être de 7 000. Vous avez besoin peut-être de mobilité. Je vais vous donner une information que vous ne connaissez peut-être pas, vous les pharmaciens. Moi, Jafar Heikel, je suis infectiologue, je suis professeur de médecine, je suis à Casablanca, j'exerce. Je n'ai pas le droit d'exercer à Rabat. À Rabat. Vous avez bien entendu? Je n'ai pas le droit d'exercer à Rabat. C'est fou quand même. Donc, s'ils ont besoin d'un infectiologue à Zagora, je dois arrêter mon activité, fermer mon cabinet, demander au Conseil de l'ordre et être transféré. Peut-être dans 3 mois, j'aurai l'autorisation de soigner un VIH à Zagora. C'est fou quand même, hein? C'est une information importante qu'il faut retenir. Regardez, je vous donne tous les chiffres, ils sont à votre disposition. Ça vous montre l'inéquité régionale. Et malheureusement, tous les ratios montrent que les régions sont malheureusement pas dotées de la même manière. Je vous ai montré les lits, l'occupation, etc. Au Maroc, le taux d'occupation des lits est de 60% dans le public et de 90% dans le privé. Si vous avez fait un peu de maths, si je vous dis que 60% de taux d'occupation, ça veut dire que 40% des lits sont vides. Ça veut dire qu'on n'a pas de patients. Et pourquoi il y a des listes d'attente de mois et de mois et de mois? Alors, je ne comprends pas. Moi, je fais un petit peu de maths. Si j'ai 40% des lits qui sont vides, pourquoi on construit de nouveaux hôpitaux? Si 40% des lits actuels sont vides. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas suffisamment de patients. C'est qu'on a des problèmes de moyens, d'équipement, de répartition des ressources et de gouvernance. Il faut accepter les choses. La critique est constructive. Ce n'est pas critiquer pour critiquer, mais en tout cas, la réalité est là. Alors, regardez la performance. Et on a analysé les chiffres, parce qu'on nous dit on a besoin de médecins. On a besoin de plein de ce que vous voulez. On ne m'a pas parlé des pharmaciens, mais plein de médecins. Et regardez la performance, ça, ce sont les dernières données. La moyenne d'intervention chirurgicale des chirurgiens dans les hôpitaux publics est de 145. C'est-à-dire qu'un chirurgien, il opère en moyenne 2 fois par semaine au meilleur des cas. Vous avez bien entendu? 2 fois par semaine dans le meilleur des cas, 2 interventions par semaine. Vous voulez un autre chiffre? Voici les médecins spécialistes dans les hôpitaux publics, combien ils font de consultations par jour. Ils font 739 consultations par an. La moyenne, l'OCDE, est de 3000. Ça veut dire qu'ils font entre 2 à 3 consultations par jour. Vous avez bien entendu? 2 à 3 consultations par jour. Imaginez un médecin du privé ou un pharmacien dans le privé qui ferait 1 ou 2 patients par jour, il ferme. Hein? Vous vous imaginez? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas parce que les médecins ne sont pas bons. C'est qu'il y a probablement un problème, je ne sais pas, est-ce qu'il est organisationnel, est-ce qu'il est de moyens? Mais en tout cas, ces chiffres doivent nous faire réfléchir quand on veut refondre notre système de santé et le rendre plus équitable. Alors on nous dit, oui mais quand même, il faut reconnaître l'effort. Le financement du système de la santé. Au Maroc, 59,7% des dépenses de santé sont par la poche du citoyen. 59,7%. Ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de ce qu'on appelle les comptes nationaux de la santé. Vous savez, en France, c'est combien? C'est 8%. En Angleterre, c'est 2%. Au Canada, 0,8%. En Suède, 0,2%. 60%, mes amis, c'est-à-dire sur 100 dirhams dépensés pour la santé, 60 vient de la poche du citoyen. Pour moi, c'est ça l'enjeu majeur.
C'est ça notre priorité. C'est réduire les dépenses de santé de out of pocket du citoyen. C'est ça l'enjeu majeur. D'abord et avant tout, pour qu'il puisse avoir une couverture qui puisse lui donner. Et on a les chiffres. Ce ne sont pas des chiffres inventés. C'est la réalité. Regardez les ménages, c'est les publications officielles. Les ménages, ils sont en rouge. Voilà, ils contribuent à 59,7% des dépenses donc, de la santé au Maroc. Et regardez par rapport aux autres pays, ce n'est pas la peine donc, de montrer. Alors on nous dit, mais quand même, on finance l'AMO. Faux. L'AMO, qui la finance? Regardez, 43% du financement de l'AMO vient des ménages. Ils financent eux-mêmes leur propre assurance. Dans les dépenses de santé, l'État ne contribue au début qu'à 27% des dépenses de santé. Et donc ces chiffres, il faut les analyser. Il faut prendre le temps d'en discuter avec tous les confrères, les consoeurs, avec tout le monde, et comprendre où est le problème et comment corriger les choses. Regardez également, chez vous, chez les pharmaciens, les dépenses. Regardez, pharmacie, fournisseurs de biens médicaux, vous représentez 13,8 milliards de dirhams. Vous gagnez beaucoup d'argent, hein, les amis. Hein. 13,8 milliards de dirhams. Vous allez voir qu'à la fin, il n'en reste pas beaucoup. Hein. 13,8 milliards de dirhams. Et c'est le poste qui coûte le plus aux assurances maladie. C'est le poste médicament. Ah, c'est fou quand même, hein. Finalement, on avait l'impression que vous n'étiez pas très riche. Mais quand je vois ces chiffres, je m'aperçois que vous avez beaucoup d'argent, les amis. Mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Donc, regardez à combien ça contribue. Mais ce qui est important de retenir, et c'est ça ce qui fait mal au cœur par rapport aux citoyens qui n'ont pas les moyens, c'est que les dépenses dans les hôpitaux publics ne représentent que 6,9% des dépenses de santé. C'est-à-dire que le citoyen ne va pas aller dépenser son argent à l'hôpital. Nous, on voudrait que l'hôpital soit fort. On voudrait que le secteur public soit fort pour la majorité donc, des Marocains et des Marocaines. Sauf que les gens n'y vont pas. Pourquoi ils n'y vont pas? On va le voir dans quelques instants. On a les chiffres. Alors, regardez également, on est un pays où on devrait faire du préventif et de l'éducation pour la santé. Et les pharmaciens devraient y contribuer. Il faut impliquer les pharmaciens dans l'éducation pour la santé, dans la prévention. Tout à l'heure, vous avez parlé de la vaccination, mais on peut parler de l'éducation de façon générale, du diabétique, de l'hypertendu, de ce que vous voulez. Et pourtant, on dépense 70% des dépenses de santé du ministère va dans le curatif plutôt que dans le préventif. Alors, bien sûr, nous aimons tous notre pays, mais il y a aussi des réalités. Combien on est classé en matière d'équité? 111e place mondiale. En matière d'indice de développement humain, 123e place mondiale. Je pense que le Maroc mérite mieux. Je pense que le Maroc a fait beaucoup d'efforts. Il y a eu des orientations royales, il y a eu des discours royaux. Il faut qu'on mette en œuvre ces orientations. Il faut qu'on puisse les mettre en œuvre sur le terrain. Et regardez un petit peu notre classement, et ça, c'est un problème. Alors, l'argent, est-ce qu'il va dans les pharmacies directement, ou est-ce qu'il va chez les ALD? Est-ce que vous voyez des ALD? Vous n'en voyez pas. Et regardez, mes amis, 5 ALD consomment 70% du budget. 5 ALD, 70% de l'ensemble du budget. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un véritable problème. Et pourtant, ces 5 ALD ne représentent pas 70% de la population marocaine malade. Et donc, les chiffres sont assez inquiétants. Pire, c'est que malgré tout à l'heure que je vous ai dit 60% des dépenses de santé viennent de la poche du citoyen, il y a un reste à charge, ce qu'on appelle un RAC de 34%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre la réalité du TNR et ce que je dois payer, il y a un minimum 34% que je vais rajouter de ma poche. Et ça, c'est la réalité encore aujourd'hui dans le contexte marocain. On a comparé le public et le privé, les dépenses. Ce qui est entouré en rouge, mes amis, Radgoulouli a doublement base, parce qu'encore tout à l'heure, j'ai encore 3 ou 4 bases. Mais maintenant, doublement base, c'est que y a toutes les pathologies qui sont entourées en rouge, c'est plus cher dans le public que dans le privé. Tout ce qui est entouré en rouge. Oh, mais quelle touche base. Tout ce qui est entouré en rouge, c'est plus cher dans le public que dans le privé. Alors là, maintenant, mes amis, ça, j'adore cette slide, parce que là, j'attends un triple base de votre part. On est un des rares pays au monde
ou l'assurance maladie, c'est-à-dire elle est bénéficiaire, excédent d'exploitation. Allez, 3 fois. Wow, c'est magnifique, j'adore les pharmaciens. Mes amis, retenez le chiffre parce que ça va vous donner mal à la tête. Un excédent d'exploitation cumulé de 44,8 milliards de dirhams. Je vais le dire بالعربية 4480 milliards d'excédents cumulés au cours donc des années. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Moi, je vous donne des faits. Moi, je vous ai donné des faits. Alors, évidemment, on m'a toujours posé la question. Moi, je pense que tout le monde est honnête jusqu'à preuve du contraire. Ce que je dis, c'est que c'est comme ma grand-mère qui était on va manquer de choses, comme la cigale et la fourmi. Hein? Vous vous rappelez de la cigale et la fourmi? Voilà, mais en tout cas. Mais ce qui est important, c'est que cet argent est déposé, c'est une bonne chose, et il nous rapporte, pas à vous ni à moi, mais aux organismes de prévoyance sociale, voilà mes amis, 1,8 milliard de dirhams par an qu'ils leur rapportent. Ils l'ont déposé, ils ont le droit, dans des bons de trésor, à la CDG, etc. Et ça rapporte cet argent. Et tant mieux. Sans commentaire. Je continue. Quelle place du pharmacien? Quand on voit la mot, quand on voit la refonte du système de santé et tous les éléments, eh bien on essaie de voir comment on va placer le pharmacien dans la formation, comment on va le placer dans les groupements sanitaires territoriaux, comment on va le placer dans l'agence du médicament, comment on va le placer dans la haute autorité de santé, comment on va le placer dans la digitalisation. Quand je vois les textes et je passe mon temps à les lire, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Si vous trouvez, appelez-moi, je vous donnerai mon numéro, appelez-moi, parce que moi j'aimerais bien également apprendre. Alors, pour essayer de leur démontrer que vous avez une place importante, je leur ai montré les résultats d'une étude qui est publiée, qui est accessible sur Internet. C'est une étude que j'ai publiée, sur laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans sur le terrain. 7244 parcours de soins, où j'ai interrogé les Marocains, quand vous avez mal à la tête, vous avez quoi que ce soit, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez une assurance, vous n'avez pas d'assurance, vous êtes parti à l'hôpital, centre de santé, à la pharmacie, واش خلصتوا الطوبيس, واش خلصتوا الطاكسي, واش كليتي, واش خلصتوا في الباب, واش مشي. 4 ans de travail sur le terrain, et j'ai démontré aux gens du ministère. Ils n'ont pas lu le projet, les parlementaires l'ont lu, mais les autres n'ont pas lu. Le premier recours, c'est le pharmacien. De loin, vous allez le voir, on a les chiffres, de loin, c'est le pharmacien. Et ce que j'ai appelé ça, c'est le parcours stochastique ou erratique du patient marocain. C'est-à-dire, il peut commencer par la pharmacie, chez le centre de santé, chez l'hôpital, la clinique, le cabinet, il revient au CHU, il va à l'hôpital privé, il va où il veut. Et si vous avez un parcours stochastique ou erratique, je ne peux pas coordonner ce parcours et donc je ne peux pas gérer les dépenses donc, de santé. Voilà un exemple de quelqu'un qui aboutit à une clinique. Il y a 5% qui sont allés directement de la pharmacie à la clinique. Et il y en a d'autres qui ont fait regarder le parcours, même un hôpital, un centre de... etc. J'ai tout le détail de ces éléments. On a interrogé les gens, on leur a dit, franchement, dites-nous, on a fait des focus group sur tout le territoire marocain et on a dit, franchement, quels sont les déterminants, pourquoi vous allez dans le système de santé? Et ils disent, c'est la gravité, les capacités financières, mais honnêtement, dès que ce n'est pas trop grave, mon premier recours, c'est le pharmacien. Mon premier recours, c'est mon conseiller, c'est celui qui me donne les médicaments, et la majorité des focus group, ils disent, c'est mon pharmacien qui me traite. C'est intéressant. Donc, ça veut dire que les pharmaciens jouent quand même un rôle important. Et donc, il faut en tenir compte. Alors, je suis insatisfait du système de santé, je n'ai pas le choix, je vais aller dans le privé. Et voilà la perception globale du système de santé par les Marocains, 76% d'insatisfaits. On a le détail. On a également où est-ce que vous allez en fonction de votre type d'assurance. Et la majorité, quand ils ont un peu d'argent, vont vers le privé. Pire, ceux qui avaient le Ramed, regardez, c'est entouré en rouge, 26,8% vont vers le privé, alors que Msaken Ma'andoum, ouais. C'est quand même intéressant comme chiffre. Regardez la pharmacie, je l'ai mis en rouge. Au cours des 2 dernières années, combien de fois vous avez été en contact avec le système de santé? 17,8 fois chez mon pharmacien, avec une médiane de 15 au cours des 2 dernières années.
Ben, si j'étais un responsable, ben, je vais considérer que le pharmacien est un acteur crucial, fondamental du système de santé. On a les chiffres. Ils sont... Tout à fait. Alors voilà, et on a même le détail, regardez combien ça coûte, combien on a dépensé en médicaments publics, privés. Donc les comparaisons, je vais passer ça, mais surtout je vais vous montrer cette slide sur les ramédistes. Les ramédistes également vont chez le pharmacien. Les ramédistes qui n'ont pas les moyens sont chez le pharmacien. Ils vont également dans le cabinet privé, ils vont également dans la clinique privée parce qu'ils ont besoin d'être pris en charge lorsque l'autre système n'a pas pu malheureusement les prendre en charge. Alors, je vais vous donner un cas que j'ai vécu il y a 3 jours. C'est live, c'est vrai et je vais vous montrer les preuves. C'est une personne de Martil. Il y a 3 jours, on m'appelle, son mari m'appelle. Il me dit, c'est Heikel, s'il vous plaît, voilà, cancer du sein. Avant, je me faisais soigner à Rabat, c'est trop loin pour moi. Maintenant, j'étais ramédiste. Yes, je suis AMO. Et donc, c'est vrai, j'ai le droit au secteur privé. Oui, vous avez le droit au secteur privé parce que vous avez l'AMO. Donc, j'ai le droit d'aller à une structure privée. Je suis à Tétouan, donc je peux aller à une structure privée à Tanger ou à Tétouan pour me faire soigner. N'est-ce pas? Sauf qu'on veut qu'on vous dise une chose. Si vous voulez aller dans le privé, c'est votre droit. Vous pouvez aller dans le public, vous n'allez rien payer. Si vous allez dans le privé, il faut avancer et vous faire rembourser. Aïe, mais moi, je n'ai même pas de quoi manger. Et vous me dites, il faut que j'avance. Bref, cette personne a quand même décidé de se diriger vers le privé, de trouver l'argent. Elle n'avait pas suffisamment. Elle a demandé une prise en charge à la CNSS, ce qui est une très bonne chose. Et la CNSS a répondu en accordant la prise en charge. C'est magnifique. Donc vous allez me dire, ben, cette histoire, elle est banale. Mais j'ai une surprise pour vous. Voilà le devis par jour. 3 séances de chimiothérapie pendant 1 mois. C'est à 3 768,7. Et regardez ici le remboursement accordé par la CNSS. 700 dirhams sur 3 700 dirhams. Par séance. C'est sympa, hein? Voilà un exemple concret. Cette personne, elle est vivante. Elle s'appelle Jim'a. Je ne vais pas dire son nom de famille, ni celui de son mari, ni celui de l'unité de soins. Mais ça, c'est un cas concret. Voilà un cas concret. Ce n'est pas de la faute de la CNSS. Hein. C'est qu'elle a décidé que ces médicaments, elle ne va pas les rembourser. Elle rembourse 70% de la séance de chimiothérapie, pas des médicaments, qui ont été donnés sur cette ordonnance. Voilà une réalité, mes amis. Alors, moi, j'ai proposé un schéma utile du patient marocain. Et dans ce schéma, vous l'avez vu, j'ai mis le pharmacien comme acteur important. C'est ce que j'ai proposé dans la régulation du système de santé, que le pharmacien soit considéré comme un acteur important dans la politique de santé, qu'elle soit régionale ou nationale. Vous l'avez à votre disposition. Regardez, même Hippocrate, il a mal à la tête. Même Hippocrate ne s'en sort plus. Il dit, c'est pas possible. Eh bien, les 4 enjeux, Hippocrate vous le montre, voici les 4 grands majeurs, acteurs, piliers de la refonte de notre système de santé pour les prochaines années. Et vous, pharmaciens, vous êtes concernés par tous les piliers. Il faut absolument, c'est un conseil que je vous donne, donnez votre avis. C'est important, si vous ne donnez pas votre avis, ensuite ne venez pas dire, c'est important. Je dis la même chose hier j'étais à Fès et je disais la même chose à mes confrères et consoeurs médecins. C'est important de donner. Attention, on est dans la critique constructive. On est des démocrates. On est des gens civilisés, mais il faut qu'on donne notre avis parce que regardez, il y a vraiment des enjeux majeurs et qui vont vous concerner pour vos installations, pour les prix des médicaments, pour la prise en charge des patients, pour les références médicales opposables, pour beaucoup d'éléments, vous allez être concernés. Voilà tous les éléments qui concernent le pharmacien. Je ne vais pas vous donner les détails, ils resteront à votre disposition. J'ai mis à chaque fois des feux rouges, des stops, parce qu'il faut vraiment y réfléchir. On ne peut pas sortir ça dans les prochaines semaines, parce que sinon, on risque d'avoir un certain nombre donc, de problèmes. Dans la digitalisation, où sont les pharmacies? Comment vous voulez digitaliser un système donc, de santé avec un parcours de soins si les pharmacies ne sont pas connectées au système général?
que ce soit la CNSS, les hôpitaux, les centres de santé, les cabinets ou les cliniques. Alors, je vais uniquement vous montrer rapidement ce qu'a dit le Conseil de concurrence il y a 3 ou 4 semaines sur un certain nombre de recommandations. Mais dans ces recommandations, dans le Conseil de concurrence, il y a tout, et j'ai encore cherché mes amis que j'adore, les pharmaciens. Ben, si vous arrivez à les trouver, faites-moi signe. Les recommandations, c'est bien, il y a de très belles recommandations qu'il faut applaudir, qu'il faut féliciter, c'est une bonne chose, mais je pense que dans un système de santé, il y a beaucoup de professionnels de santé, et il faut que tout le monde soit concerné. Enfin, en conclusion, je l'ai mis en rouge, bien sûr, c'est bien un projet de refonte du système de santé, c'est très très important, il y a eu des orientations royales claires, il faut les suivre, il faut les mettre en œuvre, mais il faut impliquer un certain nombre donc, de professions, dont vous, donc les pharmaciens, ça me semble nécessaire si on veut réussir ce projet. Mais à mon sens, notre problème au Maroc, ce n'est pas les lois, c'est leur mise en œuvre. Notre problème, ce n'est pas l'argent, c'est comment on gère l'argent. Notre problème, ce n'est pas les ressources humaines, c'est la valorisation des ressources humaines. Et enfin, notre dernier problème, c'est qu'il faut changer de mindset, il faut changer de paradigme, de façon donc de penser. Et parce qu'on pense qu'il y a toujours... Quand on rentre dans une pharmacie, on pense que vous avez les médicaments pour tout soigner. Et je ne sais pas si vous avez le médicament pour soigner ça, qui vous concerne. Est-ce que vous avez ce médicament pour soigner la situation dans laquelle vous êtes? En tout cas, moi, je serai prêt à vous trouver le meilleur médicament parce que je crois réellement que le pharmacien a une place incontournable dans le système de santé. Merci beaucoup. Merci. Merci, professeur Heikel, merci pour cette belle présentation. Et je reviens vers la conclusion de médicaments. Le médicament, c'est vous. C'est vous, chers consoeurs et confrères. Et je vais vous demander, aujourd'hui, on a un problème au niveau de la représentativité des instances. Et vous avez un rôle à jouer. Aujourd'hui, il faut les bons représentants, les bonnes personnes, femmes et hommes, pour nous représenter, pour nous défendre et pour qu'on retrouve un peu le pharmacien dans le parcours de soins dont parle M. Heikel, mon ami Heikel et mon ami Jafar. Et sincèrement, il y a beaucoup à faire, mais ça passe par des conseils de l'ordre très forts, ça passe par des instances syndicales très fortes, et autrement, on ne peut pas défendre ce rôle important qu'on veut pour notre profession, pour notre exercice. Mais en tout cas, on te remercie beaucoup pour la présentation et surtout pour la mise en valeur du rôle du pharmacien. On en est convaincus, on est tous convaincus que le premier espace de recours, c'est le patient, c'est la pharmacie, vous le savez très bien, et on joue un rôle important au quotidien, mais il faudrait que la représentativité soit à la hauteur de ça. Je voulais juste souhaiter la bienvenue, j'ai oublié, on a le représentant de la DMP, du ministère de la Santé, mon ami Mtaraoui, un grand pharmacien d'officine. Je considère comme un pharmacien d'officine. Merci beaucoup pour votre présence. Et avant de passer, je ne sais pas si on... Bon, on va faire une petite séance, on allait attendre jusqu'à la fin, mais si vous avez des questions à poser à notre ami Heikel, je vous donne la parole. Et on passera à Amine Cheikh. Qui a une question? Qui a... Vas-y. On prendra 2 ou 3 questions pour ne pas trop tarder, s'il vous plaît, et puis on avance. Je pense que c'était très clair. Je remercie professeur Heikel d'avoir vraiment fait une présentation exhaustive de la projection pour le parcours des soins. Et effectivement, il y a des chiffres qui interpellent. Il y a des chiffres qui interpellent. C'est là-bas qui doivent augmenter. À savoir, les chiffres de l'AMO, de l'ANAM, sur les pathologies qui coûtent le plus cher et qui sont qu'on peut réduire les coûts, faire des économies formidables par la simple prévention et l'accompagnement au niveau de la prévention, qu'elle soit primaire, secondaire, et même après, dans la tertiaire, mais déjà en aval, en amont, pardon, au niveau de la pharmacie, il y a un travail formidable à faire. D'autres pays l'ont fait. Les recommandations de l'OMS vont dans ce sens.
Deuxième chose, ce qui ne ressort pas, c'est que les pathologies mineures coûtent à l'assurance maladie. Que quand on a un rhume et qu'on a envie de se faire rembourser, on va aller voir le médecin, etc. Or, il y a une réflexion à faire. C'est pour tout ce qui est pathologie mineure, je crois que le pharmacien est formé, on peut le former, on peut identifier des molécules et des pathologies pour lesquelles le pharmacien peut intervenir, et ça fera des économies à la santé. Alors, je pense qu'il y a un travail à faire. Les chiffres sont là. Les recommandations de la Fédération internationale de la pharmacie sont là. Les recommandations de l'OMS sont là. Les dossiers, même sur les économies qu'on peut réaliser, sont là. À nous et à nos représentants, et Walid Amri a raison qu'il faut avoir des représentants solides, capables d'aller chercher l'information, d'avoir les dossiers, de les présenter et de marchander. Deuxième chose, la baisse des prix des médicaments qui a été benchmarkée dans les pays. On a benchmarké que les prix des médicaments et non les autres interventions des pharmaciens qui sont rémunérés, reconnus et qui viennent compenser ces baisses, parce que les baisses continueront. Merci beaucoup. Merci Nejia. Je passe la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Pour une fois que nous avons un médecin qui nous aime, d'habitude il nous déteste les médecins. Mais non, en tout cas, si je vois ce qui se dit sur les journaux, et en particulier un médecin qui travaille à la tête du ministère de la Santé, je vous assure qu'on est malade. Franchement, on est malade. Mais je voulais donc revenir sur 2 points pour essayer d'éclaircir un petit peu notre ami, c'est répondre à certaines de ces questions. Le premier, c'est l'administration ou la gestion du secteur et ses relations avec le ministère de la Santé. Et le deuxième, qui est le principal problème que nous avons. Nous avons beaucoup de problèmes, mais il y en a un qui pour moi est l'essentiel, c'est les prix. Donc, historiquement, pendant 30 ans, depuis l'indépendance, le ministère de la Santé, pour lui, la pharmacie, c'était l'enfant malade. Moi, j'ai été chef de service de la pharmacie au ministère de la Santé en tant que civiliste. 1400 dirhams pendant 2 ans. Et mes successeurs avant, et avant, j'avais des collègues qui ont eu ce poste, et après moi, etc., pendant 30 ans. Et pendant cette période des années 60-70, s'est forgée une image du pharmacien riche, qui joue du tennis, qui fait du poulet, de l'immobilier, et qui est absent de sa pharmacie. Après, personnellement, je m'excuse de parler un peu de moi, j'ai fait une carrière dans l'industrie pendant 25 ans. Chaque fois qu'on allait voir un ministre ou un responsable à Rabat pour des problèmes de l'industrie, ça ne ratait pas. Et ces pharmaciens qui ne sont jamais dans leur pharmacie, alors que les statistiques du ministère, des inspecteurs, sont clairs. 85% des pharmaciens sont là quand les inspecteurs se présentent à l'improviste. Donc, il y a un a priori horrible, et les pharmaciens ne savent pas se défendre. Et cette histoire de marge, le pharmacien gagne beaucoup d'argent. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la semaine dernière, dans tous les journaux, il y avait les paroles de notre ministre. Les Votirox n'est pas en rupture, alors que pendant des mois, nous sommes en rupture. Il faut qu'on revoie les marges. Ça, c'est notre ministre. Donc ça, c'est ce problème d'a priori, et nous ne savons pas nous défendre. Parce que nous sommes satisfaits de l'empathie et du respect de notre malade, de notre client. Moi, entre la pharmacie et ma voiture, j'ai le droit à des salam alek qui me font chaud au cœur, et je me nourris de ça. Alhamdoulilah. Alors, le deuxième problème, c'est les prix. Les prix est une véritable catastrophe, parce que depuis 2009, je crois, il y a un rapport de parlementaires, c'était des parlementaires où il y avait 27 trafiquants de drogue à cette époque, qui ont lâché le morceau. Le prix du médicament est devenu un enjeu politique, en fait démagogique. Je résume, depuis 2010, avec toutes les baisses de prix qu'il y a eu, des baisses. Dans ma pharmacie, cette année, j'ai fait 33% du chiffre d'affaires que j'ai fait en 2010. Si vous impactez ça sur l'ensemble des pharmaciens, vous avez entre 4 et 5 milliards de dirhams par an. Vous retrouvez vos 4 000. Hein?
C'est notre argent qui dort. Parce que si on n'avait pas baissé les prix comme ça, on ne serait pas paupérisé. Moi, je suis en fin de carrière. Enfin, tous ces jeunes qui arrivent, ils vont vivre comment? Avec 4 000 dirhams, 3 000 dirhams par mois. Et ça, c'est les prix. Il faut résoudre le produit. Merci. Sib Razi, vous êtes gentil. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, s'il vous plaît. Mais la dernière question est rapide, Sib Mleh. Bonjour Nassib Lemleh. Je vous remercie pour, pour votre congrès et pour cette instance. Une dernière remarque. Nous devons... je vais reformuler autrement. Ça serait bien qu'on prenne un bureau de conseil pour nous donner une feuille de route. Même si le Conseil de l'ordre, le prochain, et nos représentants sont forts, si on n'a pas une feuille de route, on ne pourra pas avancer. Merci. Je laisse Seykel intervenir, oui. Et puis on passe à notre prochain intervenant. Désolé. Oui. Voilà. Le pharmacien joue un rôle très très important au point de vue social. La preuve, ça fait pas mal d'années que le pharmacien prend les prises en charge. Or, à la fin de l'année, quand on fait le bilan, ces prises en charge, on a le T3 et le T4. Le T3, on a 300 dirhams qu'on est imposé dessus, ainsi que le T4 qu'on est imposé. J'aimerais bien qu'on défende ce principe et que ça ne continue pas dans cette voie-là. Si vraiment, et là, je demande à nos représentants, aussi bien le Conseil de l'ordre que les syndicats, même s'il faut qu'on ferme une journée, qu'on montre au gouvernement qu'on est insatisfait, on le fera. Et ça changera. C'est comme ça qu'on a fait. Les années précédentes, on avait gain de cause. Il faut que ça continue. Très bien. Et je vous remercie. Et je laisse la parole, Seykel, s'il a quelque chose à rajouter par rapport à tout ça. Bon, je sais que c'est des interpellations plus que par rapport à nous, pas par rapport à toi. Je n'ai pas de remarque particulière. Je pense que c'est, encore une fois, moi je suis convaincu que le pharmacien a un rôle crucial, que ce soit pharmacien d'officine, dans l'industrie, toutes les formes d'exercice de la pharmacie dans notre pays, y compris dans la formation des futurs pharmaciens. Il vous arrive la même chose qui arrive exactement aux médecins également. Je crois que c'est uniquement important. On critique de façon constructive, on n'est pas contre qui que ce soit, hein, chacun a son boulot, mais nous devons absolument nous impliquer beaucoup plus, vous les pharmaciens, les médecins, les autres professionnels, si vous voulez que les choses avancent. Et je crois, vous l'avez bien dit, ce n'est pas pour nous, notre carrière est faite, mais c'est pour les jeunes médecins, les jeunes pharmaciens, etc. Si aujourd'hui vous ne prenez pas conscience des enjeux de cette réforme, ça va impacter votre vie pour les 25 prochaines années. Merci professeur Seykel. Je sais que professeur Seykel a d'autres obligations. Merci pour ta présence. L'LRTEC, et merci de répondre toujours présent. Merci pour votre présentation. Avant de passer...